Bonjour, bonjour. Cette vidéo porte sur la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir votée par notre Assemblée nationale le 27 mai 2025. Je suis Mappy Jauget, j'ai 44 ans et je suis orthophoniste. N'intervenant qu'à domicile, j'ai donc une spécialité gériatrique. Cette proposition de loi, elle m'interpelle très fortement, elle me laisse même perplexe parce que j'ai un certain nombre de questions. Commençons par la citer. Article 4, début de citation. Les conditions d'accès. Pour accéder à l'aide à mourir, une personne doit répondre aux conditions suivantes. Être âgé d'au moins 18 ans, être de nationalité française, je passe les points 3 et 4, point numéro 5, être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Fin de citation. La première question, c'est est-ce qu'on pourrait me définir le concept de libre et éclairé? Article 6, début de citation. La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d'aide à mourir ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée. Fin de citation. Mais donc, à la fois, j'en déduis que mes patients, ils vont pas être concernés en fait par la procédure. Parce que si j'ai évalué, moi, dans un bilan neurologique, qu'il y a des trucs cognitifs, j'imagine que du coup, ce ne sera pas une volonté libre et éclairée. Mais comment ça va se passer? À partir de quelle limite? De quel test? De quelle évaluation? Est-ce que du coup, mes bilans que j'ai rédigés il y a 5 ans vont être considérés comme encore valides pour une personne libre, un éclairage, enfin, un choix libre et éclairé? Et du coup, est-ce qu'il va falloir mettre en place des délais pour les bilans neurologiques? Continuons. Deuxième paragraphe de ce même article 6, début de citation. Pour procéder à l'appréciation des conditions mentionnées au 3e et 5e paragraphe de l'article L 1111-12-2 dans le cadre d'une procédure collégiale, le médecin, il y a un petit a, moi je passe directement au petit b, peut solliciter l'intervention d'un auxiliaire médical ou d'un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou à défaut d'un autre auxiliaire médical. Fin de citation. À nouveau, je m'interroge, l'auxiliaire médical, ce sera qui? Serons-nous les orthophonistes? Parce que apprécier le discernement, c'est quoi? C'est évaluer les fonctions cognitives? Si oui, qui est-ce qui fait ce travail-là actuellement? Ce sont les neuropsychologues et nous, les orthophonistes. Donc, moi, ça, je suis pas d'accord, j'ai pas signé pour ça quand j'ai repris mes études à 30 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui déjà, quand on vient nous voir pour une évaluation, disons, pour un élève, déjà quand mon évaluation peut impacter la suite de la vie scolaire d'un patient, déjà, ça me crée un stress. Mais là, on nous dit qu'il y a un enjeu de vie ou de mort à la lecture du compte-rendu qu'on va rédiger. Paragraphe 3 du même article 6, début de citation. Le médecin se prononce dans un délai de 15 jours à compter de la demande et notifie oralement et par écrit sa décision motivée à la personne. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Fin de citation. Alors là, pareil, je m'interroge, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce à dire que nous, orthophonistes, nous aurions 15 jours ou moins pour rencontrer le patient, faire une anamnèse, un bilan complet, le rédiger, le remettre? Attendez, mais moi, aujourd'hui, 15 jours, c'est ce que je considère comme une urgence. C'est quand on m'appelle pour un patient qui a des troubles de la déglutition, précisément en mettant sa vie en péril. Mais 15 jours pour prendre une telle décision, moi, j'appelle ça de la précipitation. C'est pas des conditions dans lesquelles, en tant que libéral, j'espère travailler à l'avenir. Parce que déjà, le travail en libéral, dans libéral, il y a liberté. Et cette liberté, je la paye bien assez cher. Donc pas pour qu'on vienne me mettre la pression, surtout sur un sujet aussi important qu'une fin de vie. J'ai trop de respect pour mes concitoyens. La deuxième chose, accessoirement, ça peut paraître très terre à terre, on est en train de nous dire que du coup, il va falloir pousser les murs, annuler des consultations, parce qu'à 15 jours près, l'agenda il est déjà blindé. Pour un bilan neurologique actuel, facturer 104 € pour une demande urgente, ça paraît un peu court. Article 14, sous-section 4, la clause de conscience. Début de citation. Les professionnels de santé mentionnés à l'article L 1111-2-3 ainsi qu'au 1 et 5 et au premier alinéa du 6 de l'article 1111-12-4 ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section. Fin de citation. C'est-à-dire, en fait, de quelle garantie on parle? En subissant l'opprobre de mes confrères parce que je refuse de pratiquer certains actes? En fait, à nouveau, actuellement, je suis spécialisée à domicile, donc en gériatrie. Autant vous dire que pour un orthophoniste, c'est moi qui suis le plus confronté à la mort.
Et aujourd'hui, mes collègues ne m'envient pas. Je ne pourrais pas faire ma clinique. Je ne pourrais pas faire ça, me disent-ils ou me disent-elles. Parce que personne n'a été franchement enthousiaste de s'imaginer un jour arriver à domicile pour une séance avec un patient que je vois toutes les semaines et de tomber sur son corps. En fait, d'être la requérante auprès des pompiers de Paris. En fait, d'être celle qui va faire le massage cardiaque sur un patient que je connaissais bien. Non, personne ne se bouscule au postillon pour prendre ma place. Clairement. J'aimerais bien qu'on calcule le nombre d'orthophonistes en France qui pratiquent une activité exclusivement domicile. J'ai jamais pris la parole sur ce type de sujet sur un versant personnel. Chacun a ses croyances, chacun a ses pensées et je les respecte. Mais sur le versant professionnel, trop c'est trop. Mon métier à moi aujourd'hui, il a pour vocation de soigner, d'aider, d'accompagner pour progresser, d'accompagner pour écouter. Juste d'apporter des soins de confort. Aujourd'hui, du palliatif, en fait, j'en fais sans le dire, en fait, concrètement. D'apporter des soins de confort dans l'humain, dans la relation, dans la communication, dans l'écoute, dans la souffrance, dans la communication non violente. C'est ce que je fais tous les jours, pas dans la mort. Ici, moi, aujourd'hui, dans ma clinique, la mort, je la côtoie. Je la vis, je l'accueille, mais je ne participe pas à son exécution. À date, face à ce projet de loi, je ressens une profonde méfiance. Parce que mon besoin de réaliser mon travail dans l'humanité la plus complète, dans le respect et dans la confiance est sur le chemin de la disparition.